Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir un des webinaires de la profession, donc le webinaire qui a lieu tous les premiers mercredis du mois. Celui-ci parlera des questions de biodiversité, comment favoriser la biodiversité dans vos projets. Donc ça fait partie du travail qu'on mène ici à l'Ordre depuis plusieurs années sur la question des actions écologiques à mener et d'envisager l'architecture comme une solution. Le webinaire sur la biodiversité, on a voulu vous le présenter suite à un travail qu'on a effectué avec Léonard Mir ici au Conseil national de l'Ordre des architectes, un travail qui a été mené avec la Ligue de protection des oiseaux. Tout un cycle d'ateliers pour voir comment accueillir le vivant au niveau des bâtiments. Donc, avoir les bons réflexes, voir des gestes qui sauvent, pour éviter donc de déloger et de détruire des habitats, et notamment les habitats d'espèces qui sont protégées. Donc voilà, donc ce soir, on a 4 invités. Je vais vous les présenter. Ils vont vous présenter chacun à tour de rôle un sujet lié aux questions de biodiversité. Ils auront une dizaine de minutes pour parler. Et puis, par la suite, on vous laissera la possibilité... Enfin, vous pouvez poser des questions tout au fil du webinaire. Vos questions sont relevées par une personne en coulisses qui me les transmet par la suite. Et celles auxquelles nous ne répondons pas, nous y répondons par mail et nous envoyons les réponses ensuite à toutes les personnes qui sont connectées. Donc, dans les intervenants, nous avons Félix Mailly qui est ici. Bonsoir Félix. Merci beaucoup. Félix fait partie de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il est chargé de mission sur les questions d'artificialisation, notamment l'artificialisation des sols. Et il va nous parler ce soir des grands enjeux liés à la biodiversité dans les zones urbaines, du rapport ZAN et du mal logement. Ensuite, il y a Ribato, Édouard, qui est donc à ma gauche et qui est écologue et qui présentera les questions de biodiversité en ville et dans le bâtiment, qui parlera du diagnostic écologique et aussi des questions de réglementation. Et vous avez aussi, dans les 2 intervenants suivants, il y a Tanguy Borgarelli, qui est responsable des projets Nature en ville pour la Ligue de protection des oiseaux, qui est en visio, et qui présentera donc le guide des bonnes pratiques pour favoriser le vivant lors de travaux de réhabilitation. Et pour finir, c'est Pascal Dalix qui nous présentera en fait son travail, qui est architecte, qui est fondatrice et associée de la société Chartier Dalix et qui mène des actions très concrètes sur la biodiversité au cœur et sur les bâtiments, et qui va nous présenter un ou plusieurs exemples de son travail, voilà, pour illustrer les propos. Donc moi, je suis un peu le maître du temps. Je vais passer la parole à Félix en premier, et puis je te ferai signe à un moment donné, voilà, pour pouvoir enchaîner avec les différents intervenants. À toi. Vas-y, Félix. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir présenter les enjeux entre biodiversité et la ville. Donc tout d'abord, je voudrais commencer par rappeler que la biodiversité, on a tendance à l'imaginer comme quelque chose qui est en dehors de la ville, en dehors du mode urbain, alors que pourtant, la nature et la ville sont intrinsèquement liées. En effet, dans les milieux urbains, il y a une richesse spécifique qui est parfois même plus importante que dans certains milieux ruraux. Je pense par exemple notamment aux champs en monoculture cultivés de manière intensive, alors que dans les villes, il y a toute une diversité d'habitats qu'on retrouve notamment dans les espaces verts, avec les jardins publics, les jardins des particuliers, mais aussi les friches. Et on retrouve également une biodiversité intéressante dans les sous-sols de nos villes et en bord de rivières. Et donc, c'est toute cette biodiversité-là qu'il est aussi intéressant de protéger et de prendre en compte. Je voudrais aussi rappeler que la biodiversité en ville, elle est importante, mais qu'elle est mise à mal par le modèle même de la ville et par le phénomène d'artificialisation des sols.
En fait, toute cette artificialisation des sols, c'est considéré comme l'une des causes principales de l'effondrement de la biodiversité actuellement, à la fois pour la biodiversité en ville, mais aussi la biodiversité qui se trouve en périphérie de nos villes. Il faut avoir aussi en tête que la biodiversité, ce n'est pas uniquement les fleurs ou les arbres, les petits mammifères ou les oiseaux qu'on a l'habitude de rencontrer, mais c'est aussi toute une myriade de micro-organismes qui sont présents dans les sols. Donc, par exemple, pour 1 gramme de sol, on a entre 100 000 à 1 million d'espèces de micro-organismes différents et plus d'1 milliard de bactéries qui sont à l'intérieur de ce gramme sol de sol. Et ce sol, il permet de rendre de nombreux services écosystémiques. Il permet la circulation de matières premières qui sont essentielles au cycle du vivant, donc en faisant la circulation notamment du carbone, de l'azote ou du phosphore qui sont essentiels au développement des plantes et qui sont également un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'on en a peu conscience, mais les 30 premiers centimètres du sol stockent environ 3 fois plus de carbone que l'ensemble du bois de nos forêts françaises. Donc c'est tout cet enjeu de biodiversité qui est assez méconnu et invisible à l'œil nu qu'il s'agit de protéger. En France, l'artificialisation des sols, c'est environ 20 000 hectares par an, soit 2 fois la superficie de Paris. Et donc, la politique du ZAN, telle qu'elle a été définie dans la loi de 2021, dans la loi Climat et Résilience, apporte un souffle bienvenu pour essayer de mettre fin à l'artificialisation des sols. Ce ZAN, il pose 2 jalons. Un premier objectif en 2050 qui est donc le zéro artificialisation nette, où chaque hectare artificialisé devrait être compensé par un hectare renaturé. Et on a également un premier jalon intermédiaire en 2031 de réduction de moitié du rythme de l'artificialisation. Donc, malgré l'importance de cet objectif pour protéger la biodiversité, on se rend compte qu'il a été assez mis à mal, notamment par plusieurs déclarations politiques. On a certains élus qui utilisaient l'argumentaire selon lequel réussir à atteindre les objectifs de construction de logements sociaux ou pouvoir permettre aux activités économiques de s'implanter sur le territoire ne serait pas possible dans un contexte de ZAN et de sobriété foncière. Donc nous, on a décidé en tant que Fondation pour la Nature et l'Homme, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, de montrer que non, c'était tout à fait possible de produire du logement et en même temps de répondre aux besoins de sobriété foncière. Donc c'est tout l'objet du rapport qu'on a publié en mars dernier et qui montre en 3 leviers principaux comment faire en fait pour que la biodiversité soit protégée et qu'on réponde à nos besoins de logement, puisqu'actuellement, il y a 4,2 millions de personnes qui sont non ou très mal logées en France. Donc pour ces leviers, on a un premier levier qui est en fait utiliser le bâtiment existant et produire du logement à partir du bâtiment qui est déjà existant. Le deuxième levier, c'est quand c'est nécessaire construire, mais construire au sein de l'enveloppe urbaine et de manière efficace. Et enfin, le troisième levier, c'est toute une partie sur la maîtrise du foncier, sur la maîtrise des prix, pour éviter d'inciter les populations à aller s'établir en périphérie des villes et à créer de l'étalement urbain. Donc si je reviens simplement sur le premier levier, en fait, donc de réutiliser le bâti existant, on pense notamment à tout le potentiel qui est autour des logements vacants et des résidences secondaires. Les logements vacants, il faut savoir qu'actuellement en France, c'est 8,2% du parc total de logements qui est considéré comme vacant, ce qui représente un potentiel non négligeable de mobilisation de ce bâti-là. Donc sur ces 8%, quand on s'intéresse aux facteurs de la vacance, on se rend compte qu'il y a notamment le fait de la qualité du bâti qui rentre en jeu et que si on arrive à rénover ce bâti-là, on pourra les remettre assez facilement sur le logement. Donc on préconise d'aider les populations les plus modestes à pouvoir avoir un reste à charge réduit au maximum pour faire des travaux de rénovation. Pareil, pour les résidences secondaires, c'est actuellement 10% du parc de logement qui est consacré aux résidences secondaires, ce qui peut poser problème, notamment dans certaines communes, dans les métropoles, dans les communes de montagne et en bord de montagne, qui sont particulièrement touchées par ce phénomène. Je pense par exemple au Sable d'Olonne, où il y a 1/3 des logements qui sont réservés aux résidences secondaires, ce qui pose problème pour les personnes qui y travaillent et qui ont de plus en plus de mal à pouvoir se loger.
Donc là, on a réfléchi notamment à mettre en place une taxation progressive plus importante pour les multipropriétaires de résidences secondaires, afin de faire en sorte que ces logements, qui parfois sont le fruit en fait d'une spéculation et d'une attente de retournement de marché, faire en sorte qu'elles soient remises également sur le marché du logement. On a d'autres questions également sur le parcours résidentiel, mais je ne vais pas y rentrer tout de suite parce que le temps est assez contraint. Et donc, simplement en deuxième levier, on a donc construire, mais de manière efficace et dans l'enveloppe urbaine. Et donc, pour ça, c'est toute la question de la densification douce, densification qui peut se faire à la fois de manière verticale ou de manière horizontale. Verticale, on estime qu'il y a entre 3 et 5% du bâti d'une ville qui peut être surélevé pour accueillir de nouveaux logements. Et horizontale, on estime également que si on réussit à mobiliser les 1% de propriétaires d'une ville pour construire du logement donc, sur leur parcelle, que ce soit en front de rue ou en fond de jardin, on pourrait réussir à produire 90 000 nouveaux logements par an. Un élément important, simplement pour préserver la biodiversité, c'est de faire en sorte que cette densification, elle se fasse de manière concertée, choisie, de faire en sorte de respecter les trames écologiques qui sont à l'intérieur de ces jardins, d'évaluer la biodiversité qu'on peut accueillir. Et pareillement pour les friches, qui sont un élément assez essentiel pour pour construire du logement. Faire en sorte d'avoir une évaluation écologique de ces friches, car elles abritent une variété d'espèces différentes de celles qu'on a l'habitude de rencontrer dans les parcs et jardins, notamment des espèces urbanophobes qui sont plus craintives de l'homme et qui sont donc différentes de celles des espèces généralistes qu'on rencontre habituellement dans nos parcs et jardins. Voilà. Merci beaucoup Félix, c'était très intéressant de partir du sol et pour parler du ZAN et pour parler de la densification et notamment de ces questions de réhabilitation et de travailler sur ce qui est déjà là. Et je trouve que la transition que vous avez faite est parfaite parce qu'on rentre tout de suite dans les questions de diagnostic écologique et donc Édouard, je vais te laisser continuer et parler de ces sujets de diagnostic et de réglementation. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut déjà prendre en compte ce qui est déjà existant dans les bâtiments et dans les zones qu'on habite. Alors déjà, les espèces protégées, il y a des espèces qui sont protégées pour des questions morales, de préservation du vivant. La question, c'est pas forcément très intuitif de se dire qu'on a du vivant au sein de nos bâtiments. Donc pourquoi est-ce que les espèces utilisent les bâtiments avant le bâti humain, en fait, on est sur des espèces qui occupaient des cavités, des gros volumes ou des fissures, donc généralement dans des habitats forestiers, dans des gros arbres ou dans des milieux rupestres. Là-dessus arrive l'homme et ses constructions. Donc en écologie, on parlerait d'espèces architectes. Le castor est une espèce architecte. L'homme, on peut dire aussi que c'est une espèce architecte, je crois. Et donc du coup, ces espèces vont pouvoir s'installer sur ces habitats qu'on va décrire comme des habitats secondaires. C'est-à-dire qu'une façade de bâtiment et une falaise, pour une espèce qui occupe des petites fissures dans lesquelles on veut rentrer un pouce, c'est à peu près la même chose. Donc aujourd'hui, on a certaines espèces qui ont des reports quasiment exclusifs sur le bâti. On peut penser aux martinets, aux hirondelles, aux moineaux, mais aussi certaines espèces de chauves-souris. Donc aujourd'hui, on peut dire que les bâtiments sont des habitats naturels secondaires, ou on va parler aussi d'habitats d'origine anthropique. Mais pour des espèces, ce ne sera pas des habitats artificiels. Donc voilà, sachant que ce sont des espèces qui sont généralement commensales de l'homme, c'est-à-dire qui vont tirer parti de l'homme sans forcément nuire à sa survie. Donc du coup, on va revenir un petit peu sur la réglementation. Donc les espèces protégées, alors toutes les espèces vivantes ne sont pas protégées, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais toujours est-il qu'il y a, pour ce qui nous concerne, on a des espèces qui sont protégées par arrêté ministériel. Donc on va distinguer selon les espèces la notion d'individu d'espèce et la notion d'habitat. Donc quand on parle d'un habitat, c'est la zone où l'espèce ou les individus ont besoin pour se reproduire ou pour se reposer. Et donc on va parler de notion d'habitat utilisable par les espèces qui sont protégées. Donc du coup, si on a des espèces protégées dans un bâtiment, on pourrait se dire on ne peut plus rien y faire. Il se trouve que non, on peut déroger à la loi. Donc il y a un régime dérogatoire pour lequel il faut justifier 3 éléments. La raison impérative d'intérêt public majeur, l'absence d'alternative au projet
qui menacent les espèces et le maintien dans un bon état de conservation, dans un état de conservation favorable des dites espèces. Ensuite, il y a toute une doctrine qui s'appelle la doctrine éviter, réduire, compenser, donc sachant que c'est tous des dossiers qui sont instruits au niveau des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc ça tombe bien, on est un peu sous le même ministère. Donc voilà. Donc à ce jour, il y a l'existence de la loi, mais il n'y a pas de traduction urbanistique, on va dire. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de diagnostics qui sont rendus obligatoires dans les différentes étapes du projet. Pour autant, la loi s'applique en tout lieu et en tout temps. Et donc du coup, vous en tant que dans votre rôle de conseil, ce qui est important à savoir, c'est que s'il y a des enjeux qui sont relevés ou qui sont avérés, ou s'il y a des suspicions, la responsabilité juridique, elle peut incomber aussi bien au maître d'ouvrage qu'au maître d'œuvre, voire à l'entreprise. Et aujourd'hui, du coup, il y a des entreprises qui prennent un peu les devants et qui font faire des diagnostics. Parce qu'en fait, le risque, c'est quoi? C'est que y a une demande sociale qui monte. On a vu l'introduction de Félix sur les enjeux de la préservation de la biodiversité, et il se trouve que le vivant qui se retrouve sous nos fenêtres, du coup on a envie de le prendre en compte, et lorsqu'il y a des travaux qui sont prévus, il peut y avoir des alertes, voire des conflits qui peuvent mener à des arrêts de chantier et qui font courir un risque juridique aux porteurs de projet. Donc il y a un risque, on parle de pénal, on parle d'un risque pénal avec prison et grosse amende. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de tout ça? C'est un peu comme ça peut se passer pour les enjeux sanitaires, plomb, amiante, à savoir que la solution, c'est d'anticiper un petit peu et de faire un diagnostic préalable pour savoir s'il y a ou pas des enjeux SS protégés. Donc ça peut se faire à un pré-diagnostic, donc tout en amont du projet, là où il s'agit de voir s'il y a des espèces, surtout s'il y a des habitats qui sont utilisables, et de démontrer s'il y a des habitats qui ne sont pas utilisables. Donc je ne rentre pas dans les détails, ça c'est le travail de l'écologue. Faut voir que pour les oiseaux, on est plus souvent au fait de ce qui peut se passer, ce qu'on peut voir des nids, on voit des individus, c'est plus facilement détectable. C'est pas le cas pour les chauves-souris, qui sont plus difficiles à détecter et qui rentrent dans des petits espaces qui sont pas toujours faciles à voir. Donc si on a fait un pré-diagnostic et qu'on a évalué qu'il y a des habitats utilisables ou des habitats qui sont utilisés par des espèces protégées, il faut faire un diagnostic complet pour pouvoir répondre à des questions du type donc quelles sont les espèces qui sont présentes, où est-ce qu'elles sont présentes, combien elles sont, quel est leur statut biologique, et puis il va falloir quantifier les habitats, parce qu'après il va falloir travailler sur la doctrine éviter, réduire, compenser. Donc on évalue les enjeux, on voit si on peut prendre des mesures d'évitement. Il y a des fois des habitats sur les bâtiments, dans le cas de démolition c'est compliqué, mais dans une réhab il y a possibilité de garder les habitats présents, et donc du coup le travail de l'écologue en lien avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, c'est de chercher les mesures d'évitement et de réduction à la fois sur les individus et à la fois sur les habitats, sachant que tout ça se passe sous forme de cadrage avec l'administration et avec l'ADREAL qui va délivrer les autorisations, ou en tout cas montrer que les choses ont été faites comme il fallait. Les mesures, on va adapter un petit peu les périodes, ou alors éventuellement on va défavorabiliser les habitats en amont de la réhabilitation ou de la démolition pour pas qu'il y ait des individus qui soient enfermés vivants ou qui soient démolis en même temps que le bâtiment. Et puis évidemment, il va falloir mettre en place des habitats de compensation si on détruit des habitats. Mais encore faut-il pouvoir en remettre à disposition des individus. Et c'est là que tout le travail d'ingénierie et d'architecture peut se mettre en œuvre. Voilà. Et c'est là qu'il y a vraiment des liens et des points à faire entre les écologues. Les écologues ont besoin d'apprendre des termes comme couvertine, joint de dilatation, acrotère, tous ces endroits où peuvent se cacher les chauves-souris. Et les architectes ont besoin de savoir ce que c'est qu'une chauve-souris ou un oiseau, comment est-ce qu'il vit, quand est-ce qu'il vit, et comment est-ce qu'on va pouvoir mener son projet en prenant en compte ces espèces. Donc pour conclure, du moment où on fait un pré-diagnostic, voire un diagnostic complet bien en amont du projet, en fait, les choses, on a quand même souvent pas mal d'avance, les choses peuvent vraiment bien se dérouler. L'administration est quand même bien à l'écoute, du moment où on est un peu proactif, il n'y a pas de souci. L'enjeu, c'est d'avoir la sécurité juridique, de sécuriser juridiquement les projets, d'éviter les conflits, d'éviter les arrêts de chantier.
Donc voilà, donc les diagnostics et les mesures, c'est de la technique, c'est ni plus ni moins que de la technique. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre quand c'est bien anticipé. Alors évidemment, il y a des solutions technologiques à trouver, des solutions techniques à faire, mais ça fait jamais que réfléchir un petit peu. Voilà, les retours d'expérience, ils montrent qu'il y a un intérêt évidemment des maîtres d'ouvrage lié à la sécurité juridique, lié au faible coût des mesures. Généralement, sur les gros projets, on est à moins de 1%. Et puis, il y a du capital symbolique à en retirer. Personne ne peut se dire être contre la prise en compte du vivant dans les bâtiments. En tout cas, c'est un petit peu difficile à tenir comme posture. Voilà. Donc, pour nous, il n'y a pas de frein, de difficulté à ce que le vivant soit pris en compte dans les bâtiments. Oui, merci beaucoup, Édouard. Et c'est très bien parce que justement, en vous écoutant, on va de plus en plus près, on se rapproche du bâti. Donc toi, tu as parlé de ces espèces. C'est Tanguy qui va prendre la parole maintenant. Donc lui, il va aller quand même dans le vif du sujet. Et justement, les mesures compensatoires, tout ce qui peut être mis en œuvre directement sur le bâti, ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y aura des questions peut-être sur le diagnostic écologique, comment le mener, peut-être quel coût, on verra quelles sont les questions de nos auditeurs, mais je vais passer du coup la parole à Tanguy pour qu'il aille nous présenter un petit peu ce guide et comment on intervient sur le bâti en rénovation notamment. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation à ce webinaire. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Pour présenter vraiment en 2 mots le programme Nature en Ville, donc c'est un programme qui existe à la LPO depuis 2013 et donc qui vise une amélioration de la prise en compte de la biodiversité. Et donc on mène diverses actions, on s'intéresse à diverses thématiques et notamment l'intégration de la biodiversité dans le cadre des travaux de rénovation. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la matière, je voulais vous présenter un peu le contexte. Donc, ce fameux projet rénovation du bâti et biodiversité, c'est un projet qui est soutenu par l'ADEME, l'Office français pour la biodiversité et puis Bouygues Immobilier. Un projet qu'on a lancé sur 3 ans, donc qui va s'étendre de 2023 à 2025. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un constat qui est alarmant, un déclin très important des espèces du bâti, notamment le martinet noir qui a diminué de moitié en 20 ans, ou encore l'hirondelle de fenêtre qui a aussi diminué d'à peu près un tiers en 20 ans. Et la diminution de ces populations, elle est due notamment à la disparition des sites de nidification qui est causée par les travaux de rénovation, et entre autres. Et pour nous, ce qui était important, c'était de se dire qu'effectivement, il y a besoin d'avoir une transition énergétique, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce projet. C'est un projet qui a 2 objectifs. D'abord, la définition, le test et la promotion des solutions pertinentes, généralisables pour prendre en compte cette biodiversité du bâti. Donc pour ça, on a réuni un groupe de travail interprofessionnel dont justement fait partie le Conseil national de l'ordre des architectes, mais aussi les concepteurs de nichoirs, des entreprises de la rénovation, des organismes de certification, des collectivités territoriales, mais aussi des bailleurs sociaux. L'idée, c'était vraiment en fait d'avoir autour de la table tous les acteurs du monde de la rénovation pour justement établir ces solutions. Ce groupe de travail il s'est réuni lors de plusieurs ateliers, donc c'est les ateliers que mentionnait Julie en ce début de webinaire. On en a eu 5 pour l'instant sur 7 qui sont prévus pour définir des solutions techniques pour justement la prise en compte de ces espèces. Donc pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé au martinet noir, à l'hirondelle de fenêtre et aussi aux chauves-souris. On a expérimenté ces solutions sur 10 sites pilotes qui sont sur tout le territoire et qui sont accompagnés par des référents LPO. Et puis ensuite, ces solutions seront communiquées dans le cadre d'un guide qui sera à destination des professionnels de la rénovation. Donc la première partie va bientôt sortir à la fin de l'automne 2024. Le deuxième objectif de ce projet, lui, porte plus sur sensibiliser et mobiliser le public, parce que ce qu'on s'est rendu compte lors de ces ateliers,
Et Edouard un peu le rappeler aussi, c'est qu'il y a une méconnaissance finalement de l'enjeu. Et donc pour ça, il est vraiment essentiel finalement de sensibiliser et de mobiliser les professionnels. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place plusieurs actions de communication, une opération aussi de cartographie, parce qu'il y a un manque de données, même si elle pourra jamais être exhaustive. Et puis enfin aussi la tenue de 2 séminaires pour valoriser ces solutions. Maintenant qu'on a vu le contexte, je vous propose d'entrer un peu plus dans la matière et donc d'avoir en avant-première, quelques solutions du coup pour mieux prendre en compte la biodiversité lors de vos futurs travaux. On va parler de ces solutions par espèce. Donc la première espèce qu'on va viser, c'est une espèce emblématique du bâti, le martinet noir. Souvent difficile à détecter parce qu'il vit, se reproduit une niche dans des cavités et en fractuosité du bâti. Et on a toujours réfléchi, en fait, dans le cadre des ateliers, dans une logique, justement, dans la logique de la séquence ERC, donc dans la logique de éviter, réduire, compenser. Et donc, c'est pour ça que la première solution qu'on a pu retenir sur le martinet noir, c'est essayer de préserver les cavités qui sont déjà utilisées comme site de nidification. Et donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. D'abord, quand on est dans le cadre de bâtiments patrimoniaux qui font pas l'objet de travaux de rénovation énergétique, il est possible de protéger des cavités existantes à l'aide de vents ou de collerettes. Et puis, si on est dans le cadre de bâtiments qui vont faire l'objet d'isolation thermique par l'extérieur, il est possible de mettre en place des conduits, des tunnels, qui peuvent être en béton de bois ou en d'autres matériaux, qui vont être d'un maximum de 30 cm pour que l'oiseau puisse passer, et pas qu'il se retrouve coincé, et donc qui vont traverser l'ITE. Ça, c'est vraiment pour une mesure plus d'évitement-réduction. Quand on rentre plus dans des mesures de compensation, là, on va avoir la pose ou l'intégration nichoir. Nous, on s'est vraiment intéressé plus à l'intégration nichoir. C'est une solution qui est assez intéressante. D'abord, il faut quand même respecter l'écologie et les exigences de l'espèce. Ça veut dire qu'on va avoir des obligations, des exigences en termes de hauteur, d'orientation, est-ce que c'est à l'abri des intempéries, etc., pour s'assurer que le nichoir soit bien occupé, en sachant qu'en plus, le martinet noir est extrêmement fidèle à son site de nidification, donc il est recommandé aussi de poser le nichoir soit exactement au site de nidification originel, donc là où il y avait la cavité de base, soit directement à proximité. Pour concilier ça avec les impératifs de la rénovation énergétique, il y a des questions de pont thermique notamment qui peuvent se poser, même s'ils restent quand même assez insignifiants à l'échelle de la façade ou du bâtiment, selon notamment les travaux qu'on a pu mener avec le CSTB. Mais quand même, pour réduire ces ponts thermiques, on peut mettre en place une isolation du nichoir à l'arrière avec un isolant fin et plus performant, donc ce qui va permettre de les réduire. Pour les questions d'étanchéité, on peut mettre en place des moulures sous forme de gouttes d'eau pour la garantir, éviter l'infiltration des eaux. Pour la question esthétique, l'avantage de l'intégration nichoir directement dans l'isolant, c'est que dès lors qu'on a l'épaisseur suffisante, puisqu'en général, le nichoir à martinet, on est sur 16 cm de profondeur, eh bien en fait, on va quasiment pas voir le nichoir, il restera juste le trou d'envol, ce qui est très discret. Donc ce qui peut pas forcément poser de problème esthétique, mais c'est vrai que si on a un isolant extérieur qui est posé, qui est plus fin, et bien forcément les nichoirs risquent de un peu dépasser. Dans ce cas-là, il faut, si cela est à prendre en compte les critères esthétiques, il faut le rendre un peu plus esthétique. Et donc pour ça, on a plusieurs solutions. Travailler avec des nichoirs, par exemple, sous forme de modé nature, ou encore mettre en place des revêtements plus esthétiques. Il faut aussi prendre en compte la réglementation incendie, et donc pour ça on a réfléchi à plusieurs solutions. L'utilisation de nichoirs qui sont en matériaux non inflammables, donc qui sont classés M0 ou M1, et puis dans certains cas des nichoirs qui sont positionnés à certains endroits pour éviter les risques. Je vais maintenant vous parler de solutions techniques sur un autre oiseau emblématique du bâti, l'hirondelle de fenêtre. La problématique, elle est différente parce que c'est un oiseau qui va nicher sur nos façades, souvent justement sous un débord de toit ou au niveau des coins de fenêtre ou directement dessous. Et donc lui, la problématique avec les travaux que pose l'ITE, c'est que la façade devient lisse et le nid étant en bout, il ne tient plus. Donc on a plusieurs solutions et donc pareil on est resté dans une logique d'évitement réduire compenser. La première solution qu'on a essayé de réfléchir, c'est comment en fait on va inciter à la nidification. Et ce qu'on a retenu pour ça, c'est qu'il y a 3 solutions possibles.
la mise en place d'amorces de nid. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. On peut mettre en place des coupelles, des clous, des nids didactiques, donc avec un nichoir artificiel et puis de l'autre côté un matériel, une sorte de revêtement rugueux qui va permettre à l'hirondelle de construire son nid. La mise en place d'une bande rugueuse avec du crépi, ou encore la création d'éléments architecturaux favorisant la nidification. Là, vous avez un bon exemple justement d'un site en Bourgogne-Franche-Comté où des créneaux ont été créés exprès justement pour que l'hirondelle puisse nicher en un accompagnement par une collègue de la LPO. Et puis, on a aussi la question de l'apport en boue, puisque c'est finalement le matériau premier pour qu'elles puissent construire leur nid, où là, on recommande plutôt la réalisation de l'aménagement paysager plutôt que les bacs à boue, qui posent souvent des problèmes en termes de gestion. Il y a aussi comme solution, cette fois-ci de compensation, la pose de nichoirs artificiels. Bien sûr, il y a toujours ces questions de il faut répondre aux exigences de l'oiseau, donc en termes de hauteur, en termes d'emplacement, mais aussi en termes de nombre, parce que l'hirondelle aussi niche en colonie. Et on peut avoir des nichoirs disponibles en différents matériaux. Cela étant, une des difficultés qu'il y a quand même avec la mise en place de nichoirs artificiels, c'est que c'est une solution qui peut s'avérer satisfaisante, mais le taux d'occupation est quand même souvent très variable. Donc l'incitation à la nidification peut être quand même plus conseillée. Dernière solution qu'on a pu aussi retenir, autre exemple de solution qu'on a pu retenir sur un autre groupe, les chauves-souris. Donc là, on a eu 3 principales solutions qu'on a pu discuter. Le maintien de gîtes naturels en conservant des éléments architecturaux déjà existants et déjà utilisés par les espèces de chauves-souris. La pose de gîtes artificiels ou l'intégration de gîtes dans l'isolant. Donc là, même principe que pour les nichoirs à martinet, on va isoler par l'arrière pour éviter les ponts thermiques. Et puis enfin, la création d'éléments architecturaux favorables aux chiroptères. Et là, vous avez justement un exemple de ce qui a pu être fait justement en Occitanie avec la pose d'un bardage exprès pour créer des gîtes de repos transit pour une colonie de pipistrelles pygmées. Donc, toutes ces solutions, elles figureront justement dans le guide donc rénovation du bâti et biodiversité qui sortira à l'automne 2024. Et voilà, donc vous pourrez toutes les retrouver à ce moment-là. Puis je me tiens à votre disposition pour les questions à la fin de nos présentations. Merci beaucoup Tanguy, c'est vraiment passionnant en fait tout ce sujet-là qui est abordé, les réponses. Alors évidemment ça a trait, ce que tu as présenté c'est vraiment lié à la rénovation du bâti et à l'isolation par l'extérieur. Et c'est les solutions en fait dès qu'on y réfléchit en amont, c'est-à-dire dès qu'on a pu dresser un diagnostic, dès qu'on s'intéresse un peu à la question, on voit que les solutions elles sont plutôt facile et on parlera peut-être, enfin je vois qu'il commence à y avoir des questions et notamment des questions sur le coût, le surcoût, etc. Donc je te laisserai répondre à ça aussi. Puis il y a d'autres questions qui pourront peut-être être abordées sur la présence donc des oiseaux au niveau des bâtis. Et je vais faire la transition naturellement avec la présentation de Pascal qui, elle, a travaillé beaucoup donc, sur l'invitation des espèces à venir coloniser, nicher, etc. dans du bâti. Pas forcément du bâti existant, mais du bâti neuf. Donc je vais la laisser présenter. Je ne sais pas si elle présentera ses projets neufs ou aussi ses expérimentations sur des bâtiments existants. Voilà, je la laisse prendre la parole. À toi, Pascal. Merci beaucoup. Peut-être que je vais vous partager l'écran. C'est vrai que c'est intéressant les interventions vos interventions sont intéressantes aussi parce que c'est vraiment des sujets qui sont à traiter à toutes les échelles en fait de la ville, aussi bien à l'échelle de la densification, de l'urbain, de la réhab qui est plus de la haute couture et ça demande aussi des réflexions en amont qui sont quand même encore beaucoup trop rares en fait et qui sont pas assez voilà et donc moi je trouve qu'il n'y a pas de petite victoire dans ce domaine-là. On a vraiment il y a un gros mouvement à initier et qui ne doit pas être considéré comme quelque chose qui sacrifie l'archi parce qu'il y a quand même tout un sujet aussi sur la forme urbaine, l'architecture, la matière et
moi je trouve que souvent c'est quand même un sujet, l'intégration du vivant dans l'architecture qui, nous, en tout cas, en tant qu'architectes, nous stimule beaucoup. Donc, j'en viens à la présentation. Ah, pardon, désolée. Oups, je spoil un tout petit peu. Et c'est vrai que ça commence aussi, j'ai souvent l'habitude de dire, ça commence quand même par la pleine terre, par le sol, par comment est-ce qu'on peut renaturer des espaces qui sont existants. Ici, on est dans le 13e arrondissement. C'est la caserne Noursine qu'on avait réhabilitée en université de droit. On l'a livrée il y a 4 ans maintenant. Et initialement, on avait quand même 8000 mètres. C'est une place d'armes minérale, 8000 mètres d'enrobés. Et quand on travaille sur cet existant, on finit par avoir 8000 mètres. On peut avoir 8000 mètres de jardin pleine terre directement à l'usage des étudiants, des professeurs, des chercheurs. Et ça change entièrement, ça change complètement un cœur d'îlot. Donc, pour nous, il y a quand même un sujet sur et ça touche à la réhabilitation que tu viens de présenter, et qu'est-ce qu'on peut faire de cet existant. Après, on travaille beaucoup sur le neuf. Alors, sur le neuf, il y a plein de choses à faire. L'école de Boulogne, que bon nombre d'entre vous ont peut-être déjà vu pas mal de fois parce qu'elle avait été assez publiée, qu'aujourd'hui elle a 9 ou 10 ans d'existence. Donc c'est quand même une école qui essaye de mêler l'architecture avec le paysage, en mimant le plus possible des milieux naturels. On a ici toute une architecture qui est porteuse aussi de petits coteaux, de collines. On va avoir différents milieux, des milieux plus collinaires avec les prairies, un milieu plus dense et plus boisé avec un petit bois qu'on a failli faire en chêne et charmet, mais la maturité du chêne n'est pas trop en raccord avec la maturité des étanchéités, donc on s'est ravisé, mais il y a quand même des cerisiers, des tilleuls. On a également une fructicée et une prairie de fauche. Donc on arrive là à voir sur un toit qui a 1 mètre de terre au maximum sous le bois, un petit écosystème qui est constitué des différents systèmes que l'on trouve dans la nature. Et c'était là vraiment un des challenges de cette école, c'est comment faire de ce toit de 3500 mètres carrés un espace qui accueille le vivant à différents niveaux, donc au niveau de cet espace sanctuarisé qu'on aperçoit sur la droite, mais aussi pour les vivants humains qui sont là avec tout un système de jardin potager. Et puis, il y a tout un travail sur les prairies que vous voyez de part et d'autre, que l'on restaure et dont on aura peut-être l'occasion de reparler après, parce que le suivi de ce bâtiment et de ces jardins, c'est à petit feu. On les suit comme du lait sur le feu, je veux dire. Juste, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'architectes dans les auditeurs, puisque on est quand même à l'ordre. C'est intéressant de savoir aussi que sous cette îlot boisé, on a un gymnase de type régional, donc 44 mètres par 44 mètres de portée. Donc on a quand même la coupe est intéressante, et c'est aussi pour montrer que on a une structure en béton, que le béton a des bonnes capacités porteuses, c'est vrai, et que on les utilise. Alors il n'a pas que des capacités porteuses, le béton, il se rapproche beaucoup de la pierre, et c'est une des raisons qui font qu'on l'a utilisé dans cette paroi qui ceinture tout ce bâtiment. Toute cette école est ceinturée par une paroi avec des blocs de béton préfabriqués qui sont disposés, comme vous pouvez le voir là, en quinconce. Et c'est vrai que c'est avec l'idée que ça puisse accueillir une biodiversité plutôt de parois. Donc c'est des conditions. L'idée est vraiment de travailler sur un mur dans lequel le vivant s'installe de manière spontanée. Les conditions abiotiques sont extrêmement sévères. Sur ce mur, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'agrégat, rien n'est envoyé. On laisse vraiment faire la nature. Et c'est pour ça qu'on a travaillé tous ces blocs. Il y a 1300 blocs. Avec une dizaine de familles différentes, de façon sous différents critères. Là, ça va être de comment est-ce qu'on travaille les différentes vitesses de ruissellement de l'eau, par exemple, pour qu'elle ruisselle le plus lentement possible, qu'elle alimente un maximum
des cannelures que vous pouvez voir sur la droite. On a des hôtels à insectes que vous pouvez voir ici, parce que en fait, ce système de murs en quinconce permet de démultiplier toutes les situations. Un mur plein nord va avoir tout d'un coup des situations de surplomb ou des orientations est ou ouest, puisqu'on a des bords. Donc, on multiplie un peu les situations. Des parties plus sèches, plus humides. Là, on va avoir des hôtels. Il y a 90 nichoirs aussi sur l'ensemble de toute l'enveloppe. On a vu les cannelures, etc., les cannelures, etc. Donc, il y a tout un travail de moulage de ces blocs qui est dédié entièrement à l'accueil du vivant. Et tout ça amène à la question finalement, pour qui est-ce que l'on construit? En fait, on a beaucoup standardisé le milieu, l'espace humain et son mobilier. Et on pourrait se dire que les bâtiments pourraient aussi être conçus dès le départ, dès la conception, pour être accueillants. On voit ici, pour accueillir justement faune flore, et on voit ici une mésange qui sort de son nid, donc, et un tas d'invertébrés qui sont présents dans les différentes images. Et ça questionne aussi finalement qu'est-ce que l'identité d'un bâtiment et qu'est-ce qu'il abrite. On a raconté tout ça dans un livre qui s'appelait Accueillir le vivant, qui est sorti il y a 5-6 ans maintenant. Et on a continué la réflexion autour de la paroi, puisqu'on parle de paroi. Donc je reste sur la paroi cette fois-ci, avec l'idée de bloc. Comment est-ce qu'on peut donner plusieurs fonctions à une paroi qui pourrait être tenir isolé, la base de l'architecture, mais aussi nourrir et accueillir le vivant, avec l'idée que cette fois-ci on travaille le moulage, un moulage qui viendrait piéger une lame de terre qui serait mise en réseau à l'intérieur et qui permettrait aussi d'avoir des sorties sur l'extérieur de façon à pouvoir s'extraire, de pouvoir accueillir le vivant qui commence par venir de l'extérieur. Donc on a travaillé avec un cimentier avec qui on a fait tout un tas d'expériences et de prototypes, comme vous pouvez le voir, avec du ciment poreux, du béton poreux, du béton fin, du béton léger, etc. On les a ensemencés, on a travaillé avec Topagé sur ces sujets-là pour voir un petit peu l'évolution et comment le vivant pouvait s'installer et s'emparer de ces blocs, de ces prototypes, puisqu'on commençait par les prototypes. Et puis, ces prototypes nous ont donné satisfaction. En tout cas, on a recalibré certains paramètres et on les a utilisés pour contenir l'amphithéâtre du mur de la PHP, puisqu'on a eu la chance de réaliser le nouveau siège de la PHP, les hôpitaux de Paris, dans le 12e arrondissement de Paris, dans l'hôpital Saint-Antoine, alors avec ce beau bâtiment triangulaire, avec très vitré, des balcons pour tout le monde, etc. Il y a des qualités spatiales qui sont pour les bureaux qui sont très très auxquelles on a beaucoup tenu. Et puisqu'on n'est plus sur le vivant végétal animal, on a tenu également à faire de cette parcelle, à réserver presque la moitié de cette parcelle pour un jardin. Ce jardin, comme la parcelle, le programme est très dense, est posé sur un amphithéâtre, et cet amphithéâtre est ceinturé par un mur qui fait entre 1,50 m et 4 mètres pratiquement, sur 3 côtés. Et ce mur, on va le travailler comme les parois. Ça va être l'une des explorations qu'on aura faites et qui aujourd'hui est debout, avec justement ce béton qui est un béton gaufré qui est coulé à l'horizontale, dans lequel il y a une lame de terre et qui vient contre l'amphithéâtre, qui est donc au rez-de-chaussée, et qui est connecté avec le jardin qui est en haut et assure justement la toiture, la connexion, ce qu'on a imaginé, la connexion sol, mur, toiture, avec un sol en plein de terre, le mur et la toiture. Et là, ça permet de démultiplier, c'est notre hypothèse et c'est ce qu'on a commencé à constater, de démultiplier un certain nombre de démultiplier les chances d'accueil du vivant. Avec donc ce mur, tout un travail avec l'entreprise Vinci, on a déposé un brevet, on a vraiment fait une exploration assez poussée, puisque ce mur fait donc 380 mètres carrés. Il est sur 3 phases, donc avec 3 orientations différentes. On l'a planté et ensemencé avec que des plantes de parois, des plantes saxicoles, et on le suit de très près pour voir son évolution, les espèces qui sont plus disponibles. On voit ici
Et donc, on voit sa connexion avec le jardin et il y a derrière, on ne voit pas, mais des creux, des trous qui permettent une vraie connexion du substrat du mur vertical avec le substrat du jardin qui a par endroit 2 mètres de terre. On a un jardin avec des hautes tiges aussi. Et on aperçoit aussi le pied de ce bâtiment ici, du mur ici, et comment est-ce qu'il vient ceinturer ce jardin. Et puis, on a continué. Donc, Pascal. Je me fais tirer les oreilles. Tu m'entends, Pascal? Oui. Je suis désolée, je me fais un peu tirer les oreilles parce qu'on est en train d'exploser le timing. Et c'est tellement passionnant que j'ai honte. Fini, en fait. Vas-y, présente ton... Parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des questions pour toi aussi, quelques questions. Mais je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Mais présente peut-être ta dernière recherche. J'ai terminé, en fait. Il reste 2 slides. Vas-y. T'inquiète. Voilà. Et donc, on a travaillé sur d'autres matériaux. Ici, la pierre sèche, la brique et le monomure qu'on a ensemencés, qui sont encore en prototype et en exploration rue du Faubourg, rue de Buffon dans le 5e arrondissement, à côté des bureaux du Muséum d'histoire naturelle. Et on a utilisé la pierre sèche pour faire le pavillon pour la métropole à la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles l'année dernière. Et j'ai terminé. Et voilà comment ce pavillon qui fait 12 mètres de diamètre a pris place face au château de Versailles et s'est laissé complètement coloniser par le système que j'ai décrit précédemment. Voilà. Pascal, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous 4. C'est passionnant en fait. On pourrait y passer beaucoup plus de temps et ça donne envie d'ailleurs de faire d'autres webinaires pour continuer à approfondir ces sujets. Alors, on m'envoie pas mal de questions, alors j'ai essayé de suivre, je suis pas sûre d'y arriver. Si je reprends un petit peu à l'envers, on va remonter jusqu'à toi Félix, mais en partant de ce que tu présentes. Pascal, j'ai une question pour toi sur l'inventaire, sur tes projets donc, qui sont réalisés, qui ont maintenant pas mal de vécu, que ce soit Boulogne ou la PHP quand tu nous montres le mur. Est-ce que, comme tu les suis, est-ce qu'il y a un inventaire qui est fait aujourd'hui des espèces qui colonisent les murs de tes projets? Alors sur Boulogne, il y a eu plusieurs inventaires. Il y en a un qui a fait suite à la restauration des prairies qu'on a faite, parce qu'on a recalibré un peu le geste, ce qu'on avait fait, les choix qu'on avait fait il y a 8 ans sur le substrat, sur la nature des prairies, en faisant de la fleur de foin et en trouvant des prairies donneuses et des prairies donneuses qu'on va faucher à la faux et avec lesquelles on vient réensemencer les prairies de Boulogne qui sont, comme je l'ai dit, soumises à des conditions sévères. Et donc, on a constaté que le dernier inventaire qui date de 2021, si je ne me trompe pas, il y a 352 espèces, une 350aine d'espèces faune-flore, parois, murs, gîtes et couverts, ce qu'on appelle mur et sur le sol, sur le toit, et le mur. Et 350 espèces, c'est à peu près l'équivalent en diversité d'un parc parisien. Donc, on arrive à 12 mètres du sol dans un quartier aussi dense qu'à Boulogne-Billancourt à avoir, et je pense que c'est pas fini, il y a moyen d'augmenter encore la diversité parce qu'on n'en est qu'au début en fait du recalibrage et des travaux que on a menés dans le sous-bois et sur les prairies. Et pour répondre à ta question, ces 350 espèces, il y a une vingtaine d'oiseaux qui a été identifiés. Des moineaux domestiques, la mésange bleue, la mésange charbonnière. Il y a 3 couples de mésanges bleues et de mésanges charbonnières qu'on observe depuis 2018. Il y a le rouge-queue noir aussi. Et dans les oiseaux qui viennent se nourrir, il y a le rouge-queue familier, le merle et la fauvette à tête noire. Et il y a l'un des grands espoirs de notre écologue Aurélien Huguet, c'est que c'est devenu l'hypothèse, c'est que c'est soit en train de devenir une escale migratoire pour un certain nombre d'oiseaux, comme le martinet noir, le faucon cresserelle, les tourneaux sansonnets. Et ensuite, il y a tout le cortège, évidemment, d'invertébrés qui a été démultiplié depuis qu'on a fait ces travaux de restauration des prairies. Ça doit te motiver, te stimuler, Félix, j'imagine.
d'entendre parler de projets comme ça. En plus, c'est quand même un terrain déjà construit, dense. On n'est pas sur des questions d'artificialisation. Alors, je vais faire des chassés-croisés de questions. J'ai une question pour toi, Félix, sur la rénovation des logements, parce que bon, tu mets pas mal l'accent aussi là-dessus, d'aller chercher, pour éviter de s'étaler, etc., d'aller chercher ce qui existe. Et la question qui est posée, c'est: est-ce bien réaliste, vu l'âge et l'état de certains bâtiments, au regard aussi de la réglementation aujourd'hui, donc de proposer ce type d'action pour éviter l'étalement urbain? Oui, alors la question des logements vacants, elle est assez complexe parce que quand on s'intéresse aux facteurs de la vacance, c'est pas que la question de la qualité du bâti, mais on a aussi en fait la situation des propriétaires qui rentrent en jeu, avec parfois des logements qui restent vacants à cause, par exemple, des situations d'héritage. On a aussi des questions de la localisation du bâti en lui-même. Mais on pense quand même que aider à la rénovation, c'est un outil, une clé parmi d'autres pour pouvoir produire, pour pouvoir réhabiliter ces logements et faire en sorte qu'ils quittent le caractère vacant et devenir des résidences principales. Et on pense aussi que la réhabilitation, elle peut se faire... en fait, le problème, c'est surtout le reste à charge pour les personnes les plus modestes. Et donc, si on réussit à aider, à subventionner cette réhabilitation, elle pourra être plus efficace. Après, c'est aussi une évaluation de ces logements. Certains n'ont pas forcément à vocation à être réhabilités, ils pourraient être détruits et on pourrait soit renaturer l'espace, soit en faire autre chose. C'est aussi une décision qui c'est vraiment au cas par cas. Oui, c'est clair. Je suis assez d'accord avec ça. Alors, je prends une question pour Édouard. Peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à toutes vos questions. J'en suis désolée, mais c'est que le temps file. Et voilà, donc on essaiera de le faire par mail. Édouard, il y a, puisque tu parlais de la question juridique, du risque juridique, etc., dans les sites qui présentent des espèces à préserver, etc., la question c'est: existe-t-il une grille de synthèse des amendes reprenant les espèces? Est-ce qu'il y a des amendes par espèce ou non? Et donc tout ça pour essayer d'éclairer plus facilement nos maîtrises d'ouvrage. Et ça, on mettra peut-être des liens aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans les webinaires, c'est qu'on met des liens qui peuvent vous servir pour aller chercher les informations qui vont bien. Mais je te laisse répondre. Édouard, tu as peut-être une réponse à ça. Alors non, j'ai pas de réponse. Faut partir du principe où la réglementation, elle parle des espèces, donc il y a des listes d'espèces qui sont protégées. Et après, les amendes et les peines, déjà, il faut que ça aille au pénal. Généralement, c'est des contentieux qui sont réglés avant. C'est-à-dire que l'administration peut très bien arrêter le chantier ou arrêter le projet à un moment et intimer l'ordre aux porteurs de projet de se mettre en adéquation avec la réglementation. Et du coup, il n'y a pas d'amende au prorata du nombre d'espèces, du nombre d'individus qu'on va détruire. Ça va être tout lié en fait au projet en lui-même et qui savait quoi à quel moment. Parce que c'est un peu ça qui est important, c'est les sachants en fait qui a un risque. Les amendes peuvent être relativement lourdes. Moi, j'ai pas tous les éléments, mais j'ai déjà parlé. Alors, par exemple, la SNCF, SNCF Réseau, pour une histoire là dans l'ouest de la France, oui, on parle de sommes de cet ordre-là. Donc ça peut aller... en tout cas, c'est suffisant pour être dissuasif et se protéger un petit peu en amont et surtout prendre en compte la réglementation au mieux qu'on peut. Donc voilà, les amendes peuvent être très très élevées. C'est toujours bien, en fait, c'est toujours mieux. Là, on voit deux présentations très différentes. C'est une présentation en amont avec des diagnostics qui travaillent sur le déjà là, et puis aussi tout le travail de Pascal qui est de ramener le vivant dans la ville, de ramener le vivant sur les bâtiments. Donc c'est deux manières qui sont très complémentaires de faire. Et donc je rebondis sur une question pour Tanguy. Tanguy, il y a plusieurs questions parce que c'est vrai que aujourd'hui faire de la réhabilitation et de mettre en œuvre des nichoirs, donc les questions qui parlent de ça, c'est plutôt sur le surcoût que ça peut présenter, sur les subventions qu'il peut y avoir ou pas quand on veut mettre en œuvre et provoquer donc de la biodiversité sur les parois. Je te laisse répondre peut-être.
Ceci. Alors, et tu pourras, si je glisse en même temps, comme ça tu réponds, tu fais d'une pierre trois coups. Il y a des questions aussi sur qui fabrique des nichoirs, si tu peux éclairer. Et puis peut-être, pareil, on mettra des liens pour tout le monde dans les réponses qu'on enverra. Merci beaucoup déjà pour ces questions. Alors, sur la question du surcoût, en réalité, c'est des mesures à mettre en œuvre qui sont d'un coût très négligeable par rapport à l'échelle du projet. Edouard vous donnez justement un exemple, on en parlait tout à l'heure, ça dépasse, nous de notre expérience, en tout cas, ça dépasse jamais le 1% du total du projet, quoi. Ça reste quand même des sommes assez modiques. Le plus important, en fait, surtout, c'est qu'elles soient prises en amont. Parce que là, en fait, on va vraiment avoir du surcoût, c'est justement quand on va avoir une intervention en urgence, et où donc cette biodiversité elle n'a pas été prise en amont, on n'a pas eu de mesures qui ont été mises en place, pas de dérogation d'espèces protégées, un arrêt de chantier, et dans ce cas-là, oui on va avoir des surcoûts. Mais si à partir du moment où on anticipe justement ces coûts, là on va être largement à moins de 1% du coût global de tout le projet, donc ça reste de l'ordre quand même du raisonnable. Sur la question des subventions, malheureusement, en France actuellement, il y a assez peu de subventions qui existent pour la fourniture ou la mise en place de nichoirs. Il y a quelques subventions locales qui ont pu être mises en place par des villes, mais qui restent quand même assez particulières parce que c'est souvent lié à des naissances. Il n'y a pas de subvention nationale en tant que telle qui le permette actuellement, mais si on travaille un petit peu sur des pistes en ce sens-là, en sachant qu'il y a aussi un bon exemple chez nos voisins suisses, avec un canton qui a pu mettre ça en place, où il y a un financement dans le cadre d'un plan de sauvegarde Martinet et Hirondelle, de nichoirs à Hirondelle et de Martinet. Sur la fabrication des nichoirs, alors il y a plusieurs fournisseurs. On travaille avec beaucoup de fournisseurs différents, avec des nichoirs qui sont en matériaux différents, parce qu'on a des nichoirs en béton de bois, mais aussi en chaux, en céramique. Ou encore en bois, tout dépend vraiment de l'espèce qu'on vise. Et en fabricant de nichoirs, on va avoir avec qui on travaille, Natache par exemple, Sto aussi qui vient de lancer sa gamme de nichoirs. On a aussi Coab qui a aussi une gamme de nichoirs. Et donc vous pouvez retrouver ces nichoirs sur le site de la LPO, notamment pour une bonne partie d'entre eux, parce que c'est des fabricants avec lesquels on travaille. Et puis enfin, le dernier qui est très connu, c'est aussi Schwegler. Merci Tanguy. Alors bon, je vois, normalement on arrive à 19h. Si on garde notre timing de webinaire, il faudrait qu'on arrête. Juste pour les questions. Alors j'ai quand même 2 questions là encore qui me sont arrivées. Je ne vais pas complètement y répondre, mais sur les formations, la LPO, je sais que vous faites pas mal de formations sur la question de reconnaissance des espèces, de biodiversité. Enfin, là récemment, Pascal était d'ailleurs présente, a été invitée. Il y avait une balade en ville dans Paris pour aller voir la colonie des moineaux et des nichoirs qui ont été mis en œuvre pour les martinets noirs qui sont sur le Muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes. Donc ça, c'était assez passionnant, mais c'est très concret, avec des gens de la LPO qui sont passionnants, parce que justement on se rend compte que accueillir le vivant, c'est tout un écosystème, et on peut pas juste décréter que ce bâtiment il va accueillir des oiseaux et du végétal sans avoir mis en place des conditions qui sont quand même relativement complexes et techniques. Il y a des questions, alors ça c'est plus compliqué parce que c'est sur la question des DOM-TOM, donc en Martinique, en climat tropical, si on a des exemples concrets, s'il y a déjà des études qui ont été faites. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de répondre à ça là tout de suite. Au niveau de la coordination chiroptère nationale, du coup, il y a les gens des DOM-TOM, notamment de la Réunion, qui s'intéressent à la question, parce qu'il y a aussi l'enjeu d'isolation thermique plus pour la chaleur. Il y a aussi des enjeux espèces, avec en plus dans des proportions qui sont tout autres. Et donc, du coup, la problématique est bien identifiée. La réglementation est similaire. L'application, des fois, il y a un petit peu de différence. Il y a des logiques de quotas, de nombre d'individus, mais en tout cas, on peut calquer ce qui se passe en métropole avec ce qui se passe dans les DOM-TOM d'un point de vue réglementaire et surtout d'un point de vue technique et dans l'approche globale de la philosophie.
c'est ça, c'est qu'après, il faut aller chercher les bons intervenants, s'entourer. Voilà. C'est aussi une question d'experts, donc d'écologues. La LPO, en ayant travaillé avec vous, vous êtes très présent et très disponible, et vous pouvez rerouter quand il y a des questions sur la biodiversité pour avoir les bons réflexes et les bonnes pratiques. Donc ça, c'est quand même à retenir. Je voulais faire une toute petite conclusion et vous dire à tous, avant de vous quitter, qu'il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui dans le cadre d'études CAP 2030. Donc ça, c'est au niveau de l'État et des ministères. Il y a le CSTB, avec notamment une chargée de mission qui s'appelle Aline Brachet, qui travaille sur la question du coefficient de biodiversité harmonisé, et donc elle a mis au point un petit programme, un petit logiciel qui nous a été présenté lors d'un groupe de travail, et elle cherche des architectes qui seraient intéressés pour en gros pour le tester, des architectes qui travaillent avec des questions de biodiversité, donc typiquement je sais plus comment tu l'appelais Pascal, mais la toiture, donc le clos, t'appelles ça le clos et le couvert? Non, le clos et le couvert, c'est comme ça? Non, oui, c'est gîte et couvert, quoi. Mais voilà. On pourrait dire ça de... Voilà. Le gîte et le couvert. Donc, si vous êtes intéressé, moi, j'ai trouvé la démonstration très, très intéressante, parce qu'elle permet d'avoir une approche justement sur ce coefficient de biodiversité qui commence à nous être demandé par la réglementation, dans les dépôts de permis, etc., ou dans les PLU. Et donc, voilà, si vous avez envie de participer à l'évaluation de cet outil pour un retour et pour le peaufiner, pour voir si c'est intéressant ou pas d'ailleurs, si ça nous apporte, écrivez-nous, on vous enverra, on vous mettra en relation avec Aline Brachet, on organisera une réunion et elle expliquera parfaitement son outil. Elle est passionnée, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez été intéressés, conquis, convaincus, que vous avez envie de vous lancer dans cette question du rapport de l'architecture et du vivant qui fait encore beaucoup défaut. Et j'ai envie de remercier très très fort les 4 participants. C'était très chouette de vous avoir. Et puis bonne soirée à tous. Vous avez le webinaire qui sera rediffusé, enfin qui est enregistré, donc qui sera rediffusé. Et puis on en fait un prochain. Je ne sais pas vous donner le sujet, mais c'est prochain mercredi, premier mercredi du mois, comme toujours. On connaît la thématique ou pas? Non. Pas encore, donc je ne peux pas vous la donner. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous, et puis bonne soirée.